c'est les dépôts sans repos, qui a été réalisé sous la direction de Dr Salima Naili. En fait, on va vous présenter un cas rare qui a eu lieu à l'hôpital Paul Brousse. C'était une jeune patiente libanaise âgée de 19 ans qui s'est présentée en consultation pré-anesthésique pour un bilan de pré-transplantation hépatique et rénale. Et cette patiente avait une hyperoxalurie de type 1 qui a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans suite à de multiples épisodes de colique néphrétique. Déjà, est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi l'hyperoxalurie? Je pense pas. À peu près. Donc en fait, c'est une maladie rare de transmission récessive autosomique avec une mutation du gène AGXT. En fait, c'est une maladie qui est liée à une malformation enzymatique hépatique par laquelle il y a des dépôts d'oxalate qui sont augmentés. Le glycoxylate, il est transformé en oxalate dans le foie grâce à la lactate déshydrogénase. Et l'oxalate est éliminé par les urines à travers les reins, et ceci sous forme d'oxalate de calcium. Quand ces dépôts augmentent, et puisque ces dépôts sont insolubles, on risque d'avoir des variations tissulaires rénales et avoir la néphrocalcinose. Il existe trois types d'hyperoxalurie primaire. Le type 1 qui a lieu au peroxysome. En fait, ce type il est lié à une déficience en alanine glucoxylate transférase qui est responsable de la transformation du glycoxylase en glycine. Et ce défaut fait que le glycoxylate augmente en quantité et donc il y a une augmentation de la quantité d'oxalate qui est par suite éliminée dans les urines. Voilà. En fait, ce type il est diagnostiqué par les glycoxylates qui sont éliminés dans les urines et par les oxalates sanguines. Le type 2, il est caractérisé par une déficience en glycoxylate réductase qui, par le même mécanisme, fait augmenter l'oxalate qui est éliminé dans les urines. Et ce type, il est diagnostiqué par les L-glycérate qui est éliminé dans les urines. Et le type 3, qui est encore mal connu, qui est dû à une déficience dans l'enzyme OGA, qui est une aldolase, qui fait qu'il y a plus de glycoxylate. C'est un mécanisme qui est encore très mal connu, donc on ne peut pas vraiment le présenter. En fait, le type 1, c'est le type le plus commun, à 80%. C'est une forme qui apparaît chez les enfants âgés entre 5 et 6 ans, et le diagnostic se fait à peu près vers l'âge de 10 ans quand il y a une insuffisance rénale. Et le type 2, il est beaucoup moins fréquent, il est aux alentours de 5%. En fait, vu qu'il y a des dépôts dans le rein, et vu que les défauts, ça cause une insuffisance rénale chronique, quand on a un débit de filtration qui diminue inférieur à 30 à 40 ml par minute, on a des dépôts qui vont partout dans les organismes, ce qui est connu sous le nom d'oxalose systémique. On pourrait alors avoir plusieurs symptômes, tels que les fractures, les retards de croissance et l'anémie. Au niveau cardiaque, on a des dépôts au niveau des faisceaux de conduction, donc on a des troubles de conduction et une insuffisance cardiaque. Au niveau des vaisseaux, on a une thrombose artérielle et on a des lividos réticulaires au niveau du plan cutané. Les dépôts peuvent se déposer vraiment partout, au niveau des nerfs avec une neuropathie, au niveau de la rétine et au niveau de la thyroïde en créant une hypothyroïdie. Le traitement il est très discutable, il varie de cas par cas. Quand on n'a pas d'insuffisance rénale, on peut opter vers un traitement conservateur par soit un régime alimentaire, une hyperhydratation, les citrates et la vitamine B6 connue sous le nom de pyridoxine. Les anciennes méthodes consistaient en des hépatectomies puis des transplantations hépatiques ou des dialyses et des transplantations rénales, mais dans les deux cas, le résultat final n'était pas bon. Donc on a opté vers des transplantations foie-rein concomitants, soit de façon séquentielle quand on a des donneurs qui sont vivants, soit de façon combinée quand on a les donneurs qui sont cadavériques. On trouvera au fur et à mesure de nouvelles recommandations pour ce type de transplantation. Donc on va retourner à notre cas clinique. En fait, notre jeune de 19 ans, elle avait plusieurs comorbidités. Sur le plan rénal, elle était insuffisante rénale avec une dialyse 3 à 4 fois par semaine depuis déjà 2 ans. Sur le plan cardiaque, avec des rapports qui revenaient du Liban, avec une fraction d'éjection qui était à 35% et une HTAP de 25 mm de mercure. Sur le plan respiratoire, elle avait un syndrome restrictif, vu qu'elle avait une déformation thoracique en tonneau. C'était une patiente qui avait un syndrome polymalformatif.
Et sur le plan hépatique, elle a commencé à décompenser il y avait déjà un mois. Elle avait des acides qui étaient multiponctionnés avec un score de MELD à 22. Sur le plan osseux, on avait le retard staturopondéral. Elle avait 37 kg. Elle avait des fractures multiples au niveau du rachis, une hémoglobine A7, et elle faisait des crises comitiales en donnant du TNA. Et son traitement, c'était la pyridoxine, la vitamine B6. Vu qu'on avait toutes ces comorbidités, on a opté à envoyer cette patiente chez un cardiologue. On avait un ECG avec une tachycardie sinusale à 114 battements par minute, une montée négative en V3, V4 et V5. On a refait une écho-cœur de contrôle sur laquelle on a trouvé une FE à 50%, une PAP à 60 mm de mercure et une hypokinésie modérée apicale et un épanchement péricardique minime. On a poussé encore les examens. On a fait une scintigraphie des cavités cardiaques sur laquelle on a trouvé une FE à 40% qui a été confirmée et une hypokinésie qui était globale. Un cathétérisme cardiaque droit a été réalisé sur lequel on a découvert que l'HTAP elle était précapillaire et une variation de l'HTAP qui est passée de 32 mm de mercure à 57 mm de mercure après 200 ml de remplissage de sérum physiologique. Cette patiente est passée également voir le pneumologue. On a fait une EFR. On avait un syndrome restrictif qui était très sévère avec une VEMS à 45%. On avait sur le scan thoracique une cardiomégalie qui était assez importante avec des dilatations du tronc pulmonaire qui étaient à 34 mm. Le gaz du sang, il était acceptable, ainsi que la scintigraphie ventilation-perfusion. Et le bilan pneumologique, il est sorti comme suit, avec une HTAP précapillaire reliée à la déformation thoracique, un hyperdébit cardiaque qui est lié à la fistule artério-veineuse et à l'anémie. Donc, comme on a vu, on a plusieurs facteurs de risque. Donc, on avait le risque cardiopulmonaire, on avait le risque de foie cardiaque après le déclampage, on avait le risque d'intubation difficile vu qu'elle avait un syndrome polymalformatif et le risque de difficulté de sévrage respiratoire. On a pensé à l'ECMO, mais vu qu'elle n'était pas disponible à l'hôpital, on a décidé de passer à côté de l'ECMO. Et donc, pour la préparer pour l'opération, on a donné des bêta-bloquants, du bisoprolol à 1,25 et on a donné du NO, tout en sachant que les HTAP de grade 3 ne répondent pas vraiment au NO vu que c'était un syndrome restrictif, mais on a tenté aussi de l'utiliser. Donc c'était une patiente qui a été multistaffée en fait, avec les chirurgiens, et on avait opté pour un petit foie avec un clampage latéral vu qu'elle était petite de taille. Mais les propositions venaient pour un foie total et un rein qui était calcifié. Donc, après plusieurs discussions entre les chirurgiens, vu qu'on voulait une meilleure qualité de vie pour la patiente, parce qu'on voulait diminuer de reprendre chirurgicalement une patiente qui avait tellement de comorbidités, et comme avoir les deux greffons du même donneur, ça diminuait le risque de rejet, on a accepté ces greffons. Donc, dans le bilan préopératoire, on avait une anémie chronique avec une hémoglobine à 7,5. Les RAI sont sortis positifs. Donc, c'était une patiente qui était hyper immunisée. Donc, on a donné du Privigène, du Grafalon, du Celcept et des corticoïdes. L'hémostase, elle était normale. Les bilans hépatiques étaient légèrement élevés, surtout les phosphatases alcalines et les gamma-GT. Et comme c'était une patiente qui était dialysée en préopératoire, on avait une créatinine à 77 et une kaliémie à 2,8. Donc, pour techniquer cette patiente, on a mis 2 voies veineuses périphériques, une KTA radiale, et comme on avait des difficultés à remonter le guide, on n'a pas pu mettre la soine jugulaire interne droite, mais on a opté vers la jugulaire interne gauche. Et comme c'était une patiente qui était très petite de taille et le corbis il était assez grand, donc on a décidé de renoncer à la soine et de poser le KTC, avec un monitorage par Vigileo et par BIS. Donc l'anesthésie, c'était une anesthésie générale protocole transplantation normale avec une induction séquence rapide et une maintenance par le sévoflurane, le sufentanil et le tracrium. L'antibioprophylaxie s'est faite par tazocilline et amiclin, vu qu'elle avait une pneumopathie un mois en avant et elle était sensible à la tazocilline. Elle avait un traitement par hexacil, le protocole normal. Elle était stable durant toute l'opération en fait, mais cependant elle était anurique. Elle a reçu un clampage latéral comme déjà décidé. Et à la phase de déclampage, on a eu besoin de noradrénaline. On était arrivé aux alentours de 3 mg/h de noradrénaline après le déclampage. Elle a saigné au total 1 litre et on a nécessité une transfusion de 3 kg globulaires.
Donc en opératoire, il y a eu deux temps, le temps de transplantation hépatique et le temps de greffe rénale. La transplantation hépatique, ça a duré aux alentours de 6 heures avec une ischémie froide de 8h30 et une ischémie tiède de 63 minutes. La durée totale des deux opérations était aux alentours de 12 heures et on n'a pas nécessité de dialyse en péropératoire tout en sachant que la dialyse était supposée être en post-opératoire. Donc, cette patiente fut transférée intubée en réanimation sous 1 mg de noradrénaline avec une tension stable à 10,6, une hémoglobine à 11,8 et des lactates à 0,9. En post-opératoire, sur le plan hépatique, on avait une amélioration du bilan avec une baisse progressive de la cytolyse, mais cependant, sur le plan rénal, on n'avait pas une reprise de la diurèse. Donc, comme on voulait faire une dialyse, on a tenté d'utiliser la fistule, mais cependant, la fistule artério-veineuse, elle était bouchée. Donc, on a remis un cathé de dialyse et on a opté vers une dialyse séquentielle de 6 heures, puis en continu. Et on a fait un scan sur lequel on a trouvé qu'il y avait une sténose de l'artère et à J10, on a dû détransplanter la patiente du rein. Donc, voici un peu les courbes de cette patiente. Voilà donc l'évolution de la créatinine qui est en micromol par litre. On remarque qu'il y a une augmentation de la créatinine jusqu'à J1. C'est le temps où il y a eu une reprise de la dialyse et c'est là que la créatinine recommence à descendre. Par rapport au bilan hépatique, la courbe bleue représente les azates qui avaient augmenté en post-opératoire jusqu'à J1 avec des valeurs arrivant à 1200 à peu près. Puis c'est rediminué à J2 et c'est redevenu normal. De même pour les alates et phosphatase alcaline et gamma-GT. Comme c'était une patiente qui avait l'hyperoxalurie, donc on a dosé les acides glycoliques qui étaient spécifiques du type 1. Ces acides devaient diminuer. Or, à J14, vu qu'on a détransplanté la patiente, on remarque que le dosage recommence à augmenter. Et pour l'acide oxalique de même, qui commençait à diminuer, mais vu que le rein n'a pas tenu, à J14 également, on remarque une cassure de la courbe avec une réaugmentation des oxalates. Il y a un décalage entre la détransplantation et les valeurs d'oxalates, vu que les dépôts commencent à sortir des os plus tard. Donc, il y a un décalage de 3 à 4 jours, ce qui est normal. Donc, comme c'est un cas rare, on a essayé de chercher dans la littérature. On n'a pas trouvé tellement de publications, mais voici quelques-unes pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, en fait, en mars 2017, au Japon, on a publié un cas sur un patient de 29 ans qui avait également l'hyperoxalurie, qui a été transplanté du foie et du rein, mais une transplantation séquentielle avec un délai de 1,5 mois. Ce patient a reçu des immunosuppresseurs jusqu'à 6 ans après ces transplantations. Et jusque-là, tout allait bien. 6 ans après, à l'arrêt des immunosuppresseurs, la créate commence à augmenter. Et même quand on a essayé de remettre les immunosuppresseurs, cette créate n'arrêtait pas d'augmenter. En fait, il y a eu un rejet chronique du rein qui a été médié par les anticorps. Donc, ce patient, après 18 ans de transplantation rénale, a reçu une deuxième greffe rénale. Et à ce moment-là, il y a eu un bon fonctionnement du greffon. Donc, pourquoi il y a eu le rejet déjà Comme il y a le donneur, il présente des anticorps, ils peuvent agir contre les antigènes HLA2 du receveur. Et ces antigènes-là, ils ont pour rôle d'activer les lymphocytes T. Ces antigènes-là, ils sont fortement exprimés dans le rein, ce qui exprime le rejet, ce qui explique le rejet. Mais par contre, ils ne sont pas vraiment exprimés dans le foie, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de rejet du foie. On a parlé de la transplantation séquentielle. Or là, on va parler de la transplantation hépato-rénale combinée. Et son incidence baisse le rejet du greffon rénal, qui est probablement dû à l'effet immunoprotecteur du greffon hépatique. Et ceci est dû à plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, il est lié à la production de HLA1 par le foie, au lieu du HLA2, et qui est responsable de l'inhibition des lymphocytes cytotoxiques T par liaison avec les CD8. Un deuxième mécanisme, c'est celui de l'absorption des anticorps des lymphocytes T cytotoxiques du receveur aux cellules de Kupffer. La troisième, c'est les sécrétions d'immunomodulateurs. Et le quatrième, c'est le chimérisme hématopoïétique. Un deuxième article qui a été publié il y a un an en Nephrologia,
qui a essayé de comparer des méthodes de prise en charge différentes sur 2 patientes qui avaient l'hyperoxalurie avec des évolutions qui étaient différentes. La première patiente, qui avait 32 ans, a reçu une transplantation combinée sur un donneur cadavérique. Elle avait une diurèse qui était immédiate en post-op, mais elle a cependant nécessité une hémofiltration véno-veineuse pendant 72 heures, puis une dialyse. La deuxième patiente, elle avait 26 ans, elle a reçu une transplantation qui était séquentielle, avec un délai de 4 mois entre la transplantation hépatique et rénale, et entre ce délai, il y avait de la dialyse 4 fois par semaine. Cette patiente n'a pas nécessité de dialyse en post-opératoire. Voici les courbes de ces 2 patientes. Le trait en bleu, ça représente la première patiente qui a reçu la transplantation combinée, et la ligne rouge représente la patiente qui a reçu la transplantation séquentielle. Et on remarque que pour la première patiente, au-delà du premier mois, il y a une réaugmentation de la créatinine, donc un rejet du greffon rénal. Or, la deuxième patiente qui a reçu la transplantation séquentielle avait toujours une chute de sa créatinine. Par contre, le niveau d'oxalate sérique, qui est représenté par ces schémas, continue à diminuer de la même façon chez ces 2 patientes en post-opératoire. Donc, de cet article, on a pu tirer un peu des indications des transplantations. La transplantation hépatique combinée avec le rein présente un avantage immunologique, et c'est surtout indiqué pour les patients qui ont un dosage d'oxalate sérique qui est bas. Par contre, la transplantation séquentielle présente un avantage métabolique, et c'est surtout pour les patients qui ont des dosages qui sont élevés d'oxalate sérique. Un article qui a été publié récemment en Espagne, qui était une étude rétrospective qui a englobé 5 adultes, dont 4 avaient une hyperoxalurie type 1 et un patient qui avait une hyperoxalurie type 2. C'était des patients qui étaient diagnostiqués aux alentours de 16 ans. Et le but de cette étude était en fait de voir la survie après la transplantation. Tous ces patients avaient reçu une dialyse à peu près 1 an avant l'opération. Ils avaient des fonctions hépatiques qui étaient préservées, un débit de filtration qui était aux alentours de 20 ml minute et une créate qui était aux alentours de 5. Donc ces patients ont reçu une hépatectomie avec préservation de la veine cave, puis les transplantations suivies d'une hémodialyse pendant 10 jours. Et suite à l'hémodialyse, on remarque que le débit de filtration a augmenté de 27 à 47 ml par minute et la créate a diminué de 2,64 à 2,24 en moyenne. L'âge moyen de ces patients était aux alentours de 34 ans et il y avait 4 insuffisances rénales sur nécrose tubulaire aiguë. Donc, sur cette étude, on a essayé de voir la survie du receveur par rapport au greffon rénal. À 5 ans, on avait 80% de survie du receveur contre 68% à 10 ans. Et le survie du greffon rénal, il était à 72% à 5 ans contre 60% à 10 ans. Donc l'indication de la transplantation combinée, c'était des patients qui étaient non répondeurs à la pyridoxine, qui avaient un débit de filtration inférieur à 20, un dialyse depuis moins d'une année, une oxalose systémique ou une insuffisance rénale qui est due à l'oxalose. Cependant, après une transplantation hépatique rénale combinée, il faudrait toujours penser qu'on pourrait avoir une récurrence avec la néphrocalcinose. Pour cela, il faudrait opter vers une hémodialyse qui est assez précoce. Notre dernier article qui a été publié en Amérique en 2010, c'était une cohorte qui a étudié les patients depuis l'année 1976 jusqu'à l'année 2009, qui a identifié 58 patients qui ont reçu les transplantations. Et de ces 58 patients ont reçu au total 84 transplantations rénales, dont 44 transplantations rénales seules et 40 transplantations hépatorénales combinées. C'était des patients qui avaient un âge aux alentours de 28 ans, qui avaient une dialyse pendant une année avant. Et on retrouve que le greffon hépatique a tenu dans 32% des cas contre 26% de rejet. Or, le premier greffon rénal, il a fonctionné pour 43%. Il y a eu de l'hémodialyse pour 3% et un décès à 12%. Voici un schéma qui montre à peu près la survie du greffon rénal, le premier, à travers les années. À la première année, on retrouve 82% de survie contre 49% de survie à la 5e année. On a essayé de repérer les facteurs de risque pour le premier greffon rénal. On a essayé d'étudier le sexe, l'année de transplantation avant et après l'année 2000,
l'âge de transplantation, la dialyse avant et après l'opération, si il a reçu une transplantation avant ou après le diagnostic et si on a fait une transplantation hépatique concomitante. Mais cependant, toutes les valeurs sont sorties non significatives. Par contre, en comparant les courbes, on remarque que quand on a une transplantation combinée avec le foie, on a de meilleurs résultats par rapport à une transplantation rénale seule. Et les transplantations après l'année 2000 avaient de meilleurs résultats par rapport à ceux qui étaient réalisés avant l'année 2000, et ceci est dû à l'évolution technique. Quand on connaît le diagnostic, évidemment, on a un meilleur pronostic par rapport à ce quand on n'en a pas le diagnostic, car on peut préparer une hémodialyse. Et on remarque ici que ça, c'est les concentrations plasmatiques d'oxalate à travers les années. On remarque que pour le premier greffon et le deuxième, il y a une chute après la transplantation. J'ai un qui ne fonctionne pas. Voilà, il y a une chute ici aussi pour le premier et le deuxième greffon. Tandis que l'oxalate urinaire diminue aussi, mais elle reste à la limite élevée qui est aux alentours de 0,25 à travers toutes les années. Donc il y a une persistance de libération d'oxalate à travers les années. Donc en conclusion, devant toute lithiase urinaire qui est récurrente, il faut toujours penser à un diagnostic différentiel qui est l'hyperoxalurie primitive et qui est sujette à un dosage de l'oxalate urinaire. Il faudrait toujours penser que l'indication de la transplantation varie d'un cas à l'autre, mais cependant la transplantation combinée hépatorénale reste le gold standard. Et finalement, l'hyperoxalurie type 1 nécessite toujours une dialyse rapide après la transplantation hépatorénale. Cependant, la défaillance du greffon peut toujours subvenir. Merci.